Ok, très bien. On est prêt? On est prêt. T'es prêt? Moi, je suis prêt. Ok. Cool. Bah écoute, bienvenue Claudio. Merci pour ce premier interview filmé. Écoute, merci à toi. Merci à toi de nous recevoir. Premier test. Je vais pas te présenter. Je te propose de te présenter d'abord pour les gens qui ne te connaissent pas. Et surtout, peut-être que tu commences. On parle tout le temps de notre activité professionnelle. J'aimerais bien que que tu te présentes plus de manière personnelle et que tu me présentes peut-être ton parcours au niveau, je sais pas, de tes passions, de ce qui t'a animé ces dernières années, pour qu'on mette aussi quelque chose autre que le professionnel en avant. Ça marche, ça marche. Bah écoute, Claudio, j'ai 34 ans. Je suis né ici à Lausanne, toujours vécu à Lausanne. Je suis vraiment natif de Lausanne. Pour te parler un petit peu de mon parcours, moi je suis quelqu'un d'extrêmement curieux de manière générale, un petit peu dans plein de domaines différents. J'adore tout ce qui est vraiment technologique, audiovisuel, internet, un petit peu tout ce qui tourne là autour. Pour moi, c'est quelque chose qui est devenu vraiment très important dans ma vie les 10 dernières années. Mais avant ça, j'ai j'ai travaillé énormément dans l'événementiel. J'ai commencé ma carrière d'adulte par un apprentissage assez simple que ce soit dans le domaine électrique, chantier, ensuite dans la vente. Tout ça m'a amené sur de l'événementiel. Et puis après, ça m'a amené un petit peu dans le côté marketing 2.0, internet, production, création de contenu, production audiovisuelle. Et ce que je fais aujourd'hui maintenant à plein temps, si on veut, quoi. Je veux dire, c'est toujours difficile pour moi je change de statut quasiment à chaque fois que j'explique à quelqu'un ce que je fais. Parce que des fois, je suis créateur de contenu, mais en même temps, je fais énormément de stratégies, de réseaux sociaux. Je peux faire tout de A à Z sur Internet, si on veut. Quand on doit promouvoir quelque chose, créer du contenu, je peux pouvoir vraiment faire de la production, de l'idée à la production jusqu'à la transformation et en finissant par la distribution, s'il faut. Et donc voilà. Après, mes passions vraiment, pour le coup, c'est tout ce côté un petit peu technologique. Et puis évidemment, une de mes grandes passions, ça reste le basketball. Voilà. Ou du côté un petit peu sportif, j'ai fait énormément de sport, mais le basket, c'est vraiment, en tout cas moi, ce qui m'a marqué. Puis c'est là aussi où finalement on s'est connus, quoi. Exactement. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé pour les gens qui regardent, mais c'est vrai qu'on s'est connus pour la première fois sur des terrains. D'abord dehors, puis en club, à Belmont. On a gagné des titres ensemble, sauf erreur. Je sais pas si on a gagné des titres, nous. Toi, oui. En tout cas, moi, à l'époque où je suis venu, je sais pas si on en a gagné, pour être franc. Je veux pas... Okay. je veux pas dire ce qu'on... Mais je crois que je sais pas si j'étais là. C'est vrai, t'es venu juste après. Moi, je suis venu après, ouais. Okay. Enfin, j'avais recommencé en équipe juste après, en tant que vétéran. C'était l'inverse de la Redemption Team. T'es arrivé après qu'on gagne et puis après on a perdu, quoi. C'est ça. Du coup, voilà, quoi. Je me sens vraiment très bien par rapport à ça. Mais ouais, non, c'est vrai que effectivement c'est au niveau du basket qu'on s'est connus et puis qu'on a aussi commencé à beaucoup échanger par rapport à toi qui lançais ton activité à cette époque. Je crois que c'était vraiment le début, si je me trompe pas. Ouais, c'est marrant, je suis revenu dans mes messages Instagram avec toi, avec Seb, avec qui tu bossais à l'époque. Ouais. Et puis je suis remonté dans les conversations, puis on était vraiment dans des tout autres questionnements. Je crois que c'était 2019, quelque chose comme ça. Puis c'était drôle de relire les questions que j'avais, puis les encouragements que vous m'envoyiez. Et puis c'est drôle de voir justement comment ça a évolué pour moi au niveau création de contenu. Et de voir aussi du coup qu'on se retrouve ici. Et puis aussi pour ceux qui regardent, voilà, on a commencé à collaborer un peu plus très dernièrement sur la création de contenu. D'où aussi notre interview du jour. Exactement. Ce que je te propose, en fait, j'aimerais bien qu'on parle justement un peu de ce côté parcours très atypique. C'est quelque chose qui, en même temps, a été peut-être très dévalorisé ces dernières années. D'un autre côté, certaines personnes vantent vraiment les mérites des parcours atypiques. Et il y a vraiment deux écoles. Il y a le côté traditionnel où on nous a appris, je pense que tu as grandi un peu dans le même genre d'éducation, où on doit construire un CV, une carrière,
et puis que ça soit cohérent. Euh, et moi, je me suis rarement retrouvé là-dedans. Je trouve qu'il y a énormément de valeur dans les parcours atypiques et qu'on valorise pas assez justement le côté flexibilité, la qualité d'adaptation, la curiosité. Et du coup, j'aimerais voilà, peut-être un peu que tu décortiques, toi, ce qui t'a amené à rentrer dans un parcours atypique, comment tu as fait tes choix de carrière enfin, ou d'occupation, pour qu'on comprenne un peu mieux comment ça peut se construire. À fond, à fond. Bah, moi, c'est simple. Moi, ces questionnements-là, un petit peu de quoi faire, de quoi être. En tout cas, pour moi, c'est arrivé très tôt. C'est- c'est- Moi, j'étais pas bien déjà à l'école, en fait. Quand j'étais vraiment à l'école, je me sentais pas à ma place. Enfin, j'étais qualifié de minimaliste. Tu sais, j'en faisais peu. Enfin, je veux dire, mais pas ça m'intéressait pas. Et puis, je suis quelqu'un qui a toujours été très convaincu, en tout cas qui s'est toujours beaucoup écouté, et puis qui s'est toujours dit, mais c'est pas normal, enfin, je suis sûr qu'il n'y a pas que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas. Après, c'était inexplicable à cette époque-là, quand j'étais très jeune. C'était juste des ressentis purs. De me dire, je me sens pas à la bonne place, et je suis persuadé qu'il y a d'autres chemins qu'on nous montre pas, ou en tout cas qu'on ne valorise pas, qu'on met pas le projecteur dessus, qu'on nous dit oui, oui, il y a aussi ça, mais vaut mieux pas. C'est ça qui est important, en fait. Et puis moi, j'ai toujours été très... ça me frustrait, en fait, qu'on me dise, c'est où ça, où ça. En fait, c'est la voie dorée, la voie argentée, puis la voie en carton, quoi. C'est un petit peu ça que je voyais. Puis bah, moi, j'ai vite été prédestiné à la voie en carton, parce que j'avais pas des bonnes notes, parce que... Autant il y a des profs qui l'ont vu, que j'étais quelqu'un d'assez atypique, autant il y en a d'autres qui l'ont pas du tout vu et puis vraiment les profs les plus vieux jeux qui m'ont tout de suite très vite saqué et puis qui ont fait enfin, qui m'ont mis un petit peu les bâtons dans les roues finalement pour développer cette voie un petit peu atypique. Mais je dirais que ça vraiment c'est depuis l'école. Et puis ensuite c'est ma curiosité à toujours vouloir faire quelque chose, ne pas juste glander à rien faire. Parce que on peut être un peu rêveur et un peu lazy sur les trucs conventionnels, mais reste pas sans rien faire. Enfin, pour moi, j'ai toujours fait un boulot, un truc. Je viens d'une famille d'immigrés italiens qui ont travaillé, qui sont arrivés ici, ils ont bossé pour s'intégrer, qui m'ont du coup transmis vraiment beaucoup des valeurs de travail, de boss pour pouvoir arriver à ce que tu veux, mais du coup boss dans la vraie vie. Enfin, tu vois, c'est vraiment, bah, tu veux quelque chose, va le gagner, quoi. Donc je pense, c'est ce parcours atypique, il s'est construit vraiment de cette manière-là, en testant les choses, quoi. En testant les choses, en comprenant et puis en ayant confiance en soi d'aller à l'encontre d'un système qui était bien à notre époque, mine de rien, était encore très ancré. C'est comme ça, c'est ces trois voies-là, on vous montre ça et on vous case là-dedans. Bon, Selon. encore maintenant. Hein, Justement, je sais pas trop, moi, maintenant, comment c'est dans les parcours scolaires. Enfin, alors, le nombre de voies a changé. Je crois que maintenant, il n'y a plus que 2 voies, mais finalement, ça reste très cadré, orienté. Je trouve que même dans les études supérieures, moi, à l'Uni, voilà, on nous montrait psychologue, c'est cette voie-là. Et puis, on avait l'impression que par master, il n'y avait qu'un métier qu'on allait pouvoir faire. Typiquement, le fait de pouvoir bosser comme psychologue à mon compte, c'est quelque chose, jamais on m'a dit que ce serait possible. Et voire même si on en parlait, ou quand je me suis lancé, il y a eu des réactions de profs de l'Uni qui allaient plutôt à l'encontre de ça. Ah ouais. Donc je pense qu'on est encore très catégorisé. Et puis c'est vrai que la confiance, c'est quelque chose qui est hyper important pour arriver et oser à se lancer dans des voies qui sont peut-être non conventionnelles, à un âge où tu n'as pas forcément une grande expérience, une grande confiance en toi. Ça demande vachement de force pour oser le faire. Ça m'intéresserait de savoir à quel moment tu as pu entrevoir justement qu'il y avait d'autres possibilités que
Ouais. la voix en carton, comme tu dis. Ouais, exactement. Bah, c'est l'événementiel. C'est vraiment l'événementiel. Donc, à l'époque, j'ai fait un apprentissage dans la vente au bord du lac. C'était un wakeboard shop et puis finalement, j'ai passé mon apprentissage à donner des cours de wakeboard, à piloter le bateau pour tirer des gens en wakeboard. Incroyable apprentissage, un des meilleurs, je le recommande d'ailleurs. C'est un apprentissage de gestion en commerce de détail, mais vous faites vraiment pas de gestion de commerce de détail. Mais c'est à ce niveau-là où en fait on a décidé d'organiser les championnats suisses de wakeboard en collaboration justement avec le shop avec qui on bossait. Et on était, moi j'étais jeune encore quand même à ce moment-là. Et bah moi j'adorais ça. Je bossais à l'époque avec un pote qui s'appelle Théo. Avec lui, on était vraiment énormément dans ce truc d'événementiel, responsabilité, sécurité. On veut que les choses aillent bien, on veut organiser. On passait des heures et des heures à planifier des trucs, à machin. Et puis c'est à ce niveau-là. En plus, cet événement, j'ai préparé et j'étais même pas là pour l'événement. Okay. C'était des vacances annuelles familiales et j'étais pas là, quoi. Donc c'était super. J'ai même pas assisté au truc, mais j'ai vu que le résultat était super. Et puis c'est à ce moment-là, je me dis, mais on pourrait faire ça de notre vie en fait. Okay. Du coup, je me suis entraîné avec ce gars-là, ce pote-là, à faire d'événementiel. Mais c'est à ce niveau-là vraiment où je me suis dit, en fait, c'est possible de faire quelque chose que finalement des profs, des orientateurs ne t'ont jamais dit c'est possible. Parce qu'à la base, moi, je voulais être sportif d'élite. Moi, quand l'orientateur il me demandait tu veux être quoi, j'étais là, je veux être sportif d'élite, je veux être basketteur professionnel. Puis j'étais là. Il a regardé le classement de Belmont, il a dit Monsieur Lator, faut penser à autre chose. Faut penser à autre chose, Monsieur Lator. J'étais là, bah super, bah pourquoi vous mettez ces feuilles alors? Parce qu'il y avait vraiment une feuille sportive d'élite. Ou bien acteur, ou bien tu sais, ce genre de trucs, genre de métier un peu comme ça. Puis du coup, c'était vraiment l'événementiel où pratiquement j'ai vraiment travaillé pour un truc. Moi-même, on a pris sur notre temps, pour faire. Puis c'est là où j'ai eu les premières en fait motivations de me dire, putain, quand j'aime un truc, je ne compte littéralement pas les heures et j'y vais quoi. En fait, j'ai pas ce mal-être, cette anxiété de me dire, je dois être là telle heure demain, machin. Parce que moi, c'était vraiment pour le coup un gros mal-être. J'étais vraiment pas bien dans cette vie-là. C'est hyper intéressant parce que souvent on a tendance à juger les mauvais élèves, entre guillemets, à dire voilà, il n'est pas motivé, et puis on met la faute sur l'élève, sur le fait que le problème c'est qu'il n'est pas motivé, mais on n'interroge pas le pourquoi est-ce qu'il n'est pas motivé, ou pourquoi est-ce qu'on procrastine. Souvent c'est simplement qu'on n'a pas envie de le faire, ça nous plaît pas, ça nous angoisse, c'est pas un truc épanouissant. Et j'ai vu encore une vidéo dernièrement où il parlait au final du système scolaire qui a relativement peu évolué depuis que ça existe. Alors bien sûr, ça s'est bien amélioré, je pense, mais le concept, on est toujours en classe à écouter quelqu'un qui parle, où ça reste, même s'il y a plein d'efforts qui sont faits par les enseignants, ça il faut le relever pour rendre les trucs didactiques, etc. Mais le concept a peu changé et on s'interroge pas assez sur est-ce que vraiment c'est ça est-ce que c'est vraiment motivant, est-ce que c'est vraiment une façon d'apprendre, est-ce que aussi rien que les horaires, faire venir des enfants à 7h30 le matin, physiologiquement c'est une aberration. Première source d'angoisse, le lever pour moi, première source d'angoisse, d'aller me coucher en fait. Mais du coup c'est intéressant de voir que si on ouvre la possibilité à de la créativité, aussi qu'on donne des responsabilités sur le fait de, tu vois, là, tu étais apprenti, mais on t'a dit, voilà, tu vas collaborer pour organiser un gros événement quand même. Tout d'un coup, là, je peux être motivé parce que j'ai une autonomie, on me fait confiance, j'ai de la créativité, j'ai un retour sur ce que je fais. Puis là, c'est les conditions où on peut être bien dans son boulot. C'est exactement ça. Pour moi, c'était vraiment le déclencheur, quoi. C'est vraiment ça. Si on parle de motivation, c'était ma prochaine question. Quelles ont été tes motivations après coup, du coup, à te lancer comme indépendant?
Alors, les motivations à me lancer en tant qu'indépendant, je dirais que c'est arrivé vraiment à l'époque de... euh, bah, j'étais arrivé, ça faisait maintenant une dizaine d'années qu'on bossait dans l'événementiel avec ce pote Théo, justement, qui finalement, en fait, on se rendait compte, on avait des événements un petit peu durant l'année récurrents, des gros événements en plus, franchement, on était responsable sécurité du QI Jazz à un moment donné, on avait bossé, Théo lui bossait à l'année à Paléo Festival, moi il m'a fait rentrer là-dedans en tant que bénévole, et puis bref, on a au niveau de la coordination, enfin, pour nous, c'était là, Electrozone, on a fait tout l'aménagement, la conception, tout sauf le côté artistique, programmation, mais c'est nous qui construisions en guillemets le site à la place de l'Europe, place centrale à l'époque. La place existe toujours, mais c'est voilà. Et c'est à ce moment-là, moi j'étais là, ok, j'étais là, mais on a de ces événements récurrents, mais on ne gagne pas notre vie, quoi. Littéralement, on ne gagne pas notre vie. On était encore les deux chez nos parents, on ne gagnait vraiment pas notre vie et on bossait pas mal. Et puis après l'événement, la semaine d'événement ou autre, mais tu perds 10 ans de ta vie. Tellement tu n'arrêtes jamais, tu sais, tu as vraiment un rythme effréné. Puis j'étais là, mais ça, c'est pas une vie pour moi. J'ai eu une expérience à l'étranger aussi. J'étais parti à un moment donné bosser à l'étranger, rejoindre un des meilleurs potes qui vivait à l'époque aux États-Unis, qui vit toujours aux États-Unis. Et du coup, à cette époque-là, on avait cofondé la Grenette aussi. Ouais. Il y a eu cette histoire de cofondation de la Grenette, où c'est 10 personnes qui ont cofondé cette Grenette, qui d'ailleurs ferme cette année, je crois. Moi, j'ai l'impression que la Grenette, elle ferme depuis 5 ans chaque année. Donc, ils font du buzz. Je vois ce que tu veux dire, mais je crois que là, c'est vraiment fini. C'est comme Federer, en fait. Ça fait 10 ans qu'on pense qu'il prend sa retraite, puis finalement, c'est cette année. Finalement, c'est cette année, exactement. Mais là, en fait, c'était à cette époque-là où il y a eu cette cofondation de la Grenette, mais où moi, je me sentais pas heureux du tout, finalement. En plus, ça s'était pas super bien fini avec cette Grenette. Moi, je suis quand même resté parce que voilà, finalement, puis j'avais rien d'autre, quoi, à part mes événements qui revenaient un petit peu chaque année ponctuellement. J'avais rien d'autre. Et c'est à ce niveau-là où finalement, j'ai commencé on était pile aussi dans ce moment où la communication, elle commençait vraiment à shifter. On commençait à masse communiquer sur Internet, sur les réseaux. Ça s'est vraiment développé, mais fois 10 000. Et moi, ça m'a fasciné, ça, vraiment. Et puis, du coup, je bouffais du contenu de manière journalière, mais non-stop. J'essaie vraiment de m'informer, de capter. J'adorais ça. Et c'est en tout cas à ce moment-là où je me suis dit, c'est possible de lier... Parce que moi, j'ai toujours été quelqu'un de créatif, mais je ne l'ai jamais découvert. Enfin, je l'ai découvert tout seul, finalement, que j'avais une fibre créative que j'avais depuis tout petit, mais que j'avais jamais... Comment t'as découvert ? J'ai découvert à la démocratisation des drones. C'est les premiers drones. Moi, je kiffe un peu, technologie enthousiaste. Donc, les premiers drones, machin. J'achète, je pilote, j'étais tout content de piloter mes drones. Et puis, c'est là où je me suis dit, mais putain, t'as des compétences de pilotage, de shooting et ensuite de montage. T'arrives à faire du montage et tu kiffes, et tu faisais ça quand t'étais petit avec tes cousins, ton frère, quand on était vraiment jeune. On faisait ça de manière permanente. Et en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais c'est possible de lier ce côté fascination pour les réseaux, communication 2.0 et ta fibre créative qui est de créer du contenu, en tout cas faire de la vidéo, quoi. C'est à ce moment-là que je me suis dit, mais il y a moyen de faire un truc. Et puis après, il me fallait une personne qui croit en moi. J'ai rencontré justement Seb, avec qui j'ai bossé pendant un moment pour ce premier client-là, où moi je suis arrivé avec cette strat, finalement, de dire il faut faire du contenu à grande échelle, quoi. Après, ça vient pas de moi, hein. Je veux dire, moi je m'inspire d'une personne qui fait ça aux États-Unis, qui à un moment de ma vie m'a beaucoup parlé, mine de rien. Son contenu il me faisait vraiment du bien. Et puis c'est aussi grâce à cette personne-là, cet influenceur-là, si on veut, que ça m'a permis de me poser vraiment les bonnes questions, de me dire, ah putain, mais en fait, toi, tu kiffes ça, c'est possible de faire ça, c'est possible de gagner ta vie, en fait, parce que pas tout le monde sait faire ça et comprend ça. Donc
petit à petit, bah, voilà, j'ai eu besoin d'une personne et puis après, cette personne m'a amené ensuite à mes autres clients. Mais je dirais que c'est à ce moment-là moment où j'étais le plus bas presque, quoi. C'est le moment où je me suis dit, ok, mais t'as épuisé toutes tes ressources, t'as fait les 1500 métiers là, il n'y en a pas un qui te fait vibrer. Bah, c'est quand tu vas vraiment un peu toucher, entre guillemets, puis encore une fois, quand je dis toucher le fond, moi, c'est un fond en mousse, hein, c'est pas... j'ai vraiment pas à me plaindre. Mais mon fond mental, là, je l'ai vraiment touché, je te là, mais maintenant, il faut... Puis c'est à ce moment-là, vraiment, où j'ai découvert qu'il y avait cette possibilité-là, en fait. Je trouve hyper intéressant, il y a plusieurs éléments, je vais essayer de ne pas les oublier. Ouais, pardon, je parle beaucoup, il faut des fois me couper. Hein. Non, alors le but c'est d'avoir des formats plus longs justement, mais un premier élément que je trouve top, c'est justement ce que tu viens de dire par rapport au fait que des fois les meilleures idées ou les expériences les plus libératrices, elles arrivent quand on touche le fond ou quand on est dans des moments de confusion. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que c'est un fond en mousse. Ça, c'est une bonne façon de relativiser aussi, où des fois on a l'impression qu'on est au plus bas, mais d'avoir un peu de gratitude pour au final ce qui serait vraiment le plus bas. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est hyper important. Tony Robbins en parle beaucoup, où il dit voilà, quand on est dans un moment de confusion, c'est un moment extrêmement important parce que ça veut dire on sort d'un schéma, comme par exemple ces différentes voies professionnelles qu'on t'a toujours données. Ouais. Et dès qu'on sort d'un schéma, on a un moment forcément de confusion avant de pouvoir recréer un autre schéma. Et ça, c'est hyper important. C'est des périodes qui ne sont pas faciles, mais il faut le voir de manière très positive parce que ça veut dire, ok, c'est le chaos, ça veut dire que je peux remettre l'ordre que je veux. Moi, j'ai vécu la même chose. Avant que je me lance en indépendant, j'étais parti 3 mois en Amérique du Sud et j'ai repris mes notes dernièrement pour voir les réflexions que j'avais. Ouais. Mais il y avait vraiment, ça allait de créateur de liqueurs artisanales à... attends, j'avais été au chômage, c'était vraiment, je me disais, je vais aller faire des sandwichs, je vais aller les vendre dans la rue, parce que j'arrive en fin de droit de chômage, donc là, je commençais à rentrer dans des trucs vraiment un peu de survie, entre guillemets, jusqu'à ce qu'après, j'arrive à créer mon concept indépendant. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est... Souvent, quand je coach des jeunes qui veulent se lancer dans un truc indépendant, souvent l'erreur qu'ils font, c'est de vouloir tout de suite penser en termes professionnels. Dire, ok, qu'est-ce que je peux faire comme profession ? Alors que le plus simple, ou là où ça se fait le plus naturellement, c'est justement en fait de partir d'un truc que tu fais naturellement pour le plaisir, et ensuite de voir, ok, qu'est-ce que je peux en faire ? Alors des fois, c'est pas forcément... des fois, transformer une passion en métier, c'est pas la bonne idée. Mais là, ce qu'on voit, c'est que toi, tu faisais déjà de la vidéo, c'était déjà un truc que tu kiffais, puis tu t'es juste dit, maintenant, comment est-ce que je peux créer ça en termes professionnels ? La troisième chose, c'est le côté d'avoir un mentor, quelqu'un qui te montre important. Ce que tu as envie de faire, qui vit déjà un peu la vie que tu as envie d'avoir. Exactement. C'est aussi quelque chose, je trouve, qui est super aidant. Et je peux qu'encourager les jeunes ou comme ça. Ouais. Faut pas que les jeunes, n'importe qui a envie de se lancer dans une voie, de contacter des gens, d'essayer de rencontrer des personnes qui vivent ce qu'ils ont envie de vivre. Le plus possible. Vraiment, tu as tout à fait raison. Quoi. Vraiment, de pas s'arrêter sur d'oser, quoi. Il faut oser, il faut effectivement oser. Moi, j'avais une question parce que dans les parcours atypiques, souvent quelque chose qui bloque, c'est le côté mais il faut que je fasse une formation, faut que je me forme pour avoir ces compétences avant de pouvoir avoir tel genre de job. Et c'est vrai qu'on est dans un pays en Suisse où c'est très dépendant des papiers. Il y a peu de place à la valorisation de gens qui ont un parcours autodidacte. Mais ça, c'est valable que si on va chercher à se faire engager en entreprise. Dès le moment où on est indépendant, en fait, c'est plus ton papier qui compte, c'est le produit ou le résultat que tu présentes.
Moi, ça m'intéresserait de savoir justement comment toi tu as fait pour te former, c'est quoi ton process pour arriver à acquérir des compétences de manière autodidacte. Bah, moi, je vois ce que tu dis vraiment par rapport au papier. Très, très important, en tout cas ici en Suisse. On y met une grande importance. J'ai l'impression un peu moins plus on avance. Mais alors, moi, c'est Internet, quoi. Moi, ma plus grande source d'apprentissage autodidacte, c'est des tutos. Mm. C'est, alors, je suis pas allé, je me suis dit, bon, j'ouvre YouTube, ou bien je vais chercher enfin, j'ouvre YouTube et je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir apprendre? C'est plutôt, bah, dans moi, là, moi, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais où je veux aller, mais il y a plein de choses que je sais pas, où j'ai des lacunes. Bah, dès que j'arrive à un problème, j'allais chercher ma solution sur Internet. Des fois, ça pouvait prendre 3 secondes, des fois, ça allait prendre 3 minutes, des fois 30, des fois 3 jours, parce que je ne trouvais pas exactement comment faire. Et finalement, ça va être Internet qui va me faire apprendre tout ce dont j'ai besoin d'apprendre, en tout cas pour mon domaine. Moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment méga rebellé contre les études, contre les papiers, contre les trucs. J'étais là, vous n'avez pas besoin. Enfin, bref. Certes, tu as certainement besoin de faire des hautes études pour certains métiers encore aujourd'hui. Mais t'es content que ton chirurgien il ait pas fait ses Absolument. formations sur YouTube. C'est tuto chirurgie. De chirurgie 2.0. Ouais, non, effectivement. Alors ça, je suis effectivement d'accord. Mais justement, c'est pour ça que après j'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin en devenant un petit peu plus sage aussi dans comment je m'exprimais par rapport à cette injustice énorme que j'avais vécue quand j'étais jeune, en tout cas que je ressentais comme ça. J'étais vraiment... mais c'était pour moi à part ces métiers-là, aujourd'hui pour moi tu peux tout trouver. Enfin, tu peux te former quasiment entièrement sur Internet, en tout cas quasiment sur Internet pour la quasiment majorité des métiers, à part ceux qu'on a cités là, quoi. Donc Internet, clairement. C'est vrai qu'on n'a jamais eu autant facilement accès à la connaissance. Enfin, rien que je pense, si je compare les études que j'ai faites par rapport à celles de mes parents, mais n'importe quelle question qu'ils avaient, ils devaient aller à la bibliothèque, trouver un livre, trouver dans le livre la réponse. On se rend juste pas compte de la difficulté, quoi. Nous, on a Google, en 3 secondes, on a la réponse. Donc, c'est malade, j'avais complètement... Ça, typiquement, j'avais complètement oublié, tu vois. Bah ouais, mais du coup, franchement, chapeau à cette génération. Mais c'est vrai que là, on a plus d'excuses. En fait, on a tellement de connaissances à dispo. Et je trouve hyper intéressant ta réponse parce que souvent... je fais parfois des ateliers c'est beaucoup des psys qui viennent ou des coachs pour se lancer dans l'indépendance. Et puis, je leur dis, travaillez, faites des consultes. Et quand vous voyez que dans une problématique, vous n'avez pas assez de compétences, là, vous faites une formation. Et ça va complètement à l'encontre surtout chez les psys, ça se retrouve énormément, le fait de se dire, on n'est jamais assez formé. Mais c'est aussi le message que l'Uni nous renvoie. On nous dit tout le temps, ah, tu veux faire ça? Ouais, non, mais il faut te former, tu n'es pas assez formé. Et en fait, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a une surconsommation de formation. Et du coup, les gens accumulent des papiers, des diplômes, que finalement, ils n'ont jamais pratiqués. Et c'est c'est complètement contre-productif. Et je trouve, moi, je prône vraiment ça, de dire, quand tu vois un problème spécifique, tu te formes là-dessus. Puis surtout, après, je sais pas, tu apprends une technique, tu la pratiques tout de suite. Moi, je fais ça quand je fais des formations en ligne en ce moment. J'apprends une technique. Dans ma semaine, je vais essayer de la faire plusieurs fois. Puis comme ça, tu l'intègres. Une fois que tu l'as pratiquée, elle est intégrée. Puis après, tu peux la travailler à ta sauce. Et ça, c'est vraiment... On revient au côté confiance en soi. Parce que souvent, les gens qui accumulent des formations, c'est uniquement par insécurité, pour se dire, voilà, je peux prouver que j'ai ces compétences parce que j'ai le diplôme. Mais ça, à nouveau, c'est plutôt une mentalité d'employé, parce que, à nouveau, si tu es indépendant, en fait, tu peux avoir tous les diplômes que tu veux. Si tu n'as pas le résultat qui va avec, en fait, tu ne vas pas avoir de boulot. Pas de client, Et à l'inverse, si tu n'as aucun diplôme, mais que tu produis un bon résultat,
eh ben, tu vas avoir du boulot. Puis là, t'en es la preuve Exactement. sur patte. Ouais, pour le coup, moi j'ai eu besoin d'une personne en fait qui m'a fait confiance. Enfin vraiment, littéralement. Est-ce que tu veux name dropper? Est-ce que je veux name dropper Je peux name dropper, Pour évidemment. lui faire une dédicace. On peut lui faire une spéciale dédicace. C'était une entreprise, c'est toujours, enfin je sais pas ce qu'ils deviennent maintenant, mais c'est une entreprise de carrelage, de pose de carrelage en fait. Tout simplement, qui, en tout cas à cette époque-là, c'était quoi, il y a 6 ans en arrière, je pense maintenant 5 ans en arrière même. Faut se dire que l'état d'Internet, en Suisse, on n'y croyait pas du tout pour promouvoir encore son boulot. Enfin, c'était pas un truc. On commençait tout juste, et encore du coup, encore moins dans le monde de la construction, qui est un monde quand même assez particulier ici en Suisse. Et du coup, ils faisaient rien. En fait, personne faisait rien. Donc c'était assez facile. Enfin, je partais assez confiant en lui disant fais-moi confiance, donne-moi une année. On se faisait pas payer grand chose en plus à l'époque. Mais donne-moi une année, puis tu verras. Et puis effectivement, après 6 mois, il y avait quand même déjà des résultats à ce niveau-là. Après, on était au bon moment. C'est aussi une question de momentum. Enfin, je veux dire, si je refais la même chose maintenant, ça va être beaucoup plus. Enfin, maintenant même, je vois avec mes clients, c'est beaucoup plus compliqué. Puis des clients qui comprennent maintenant qu'il faut faire ça. Beaucoup plus compliqué de grandir une audience. Toi-même, tu sais, parce que tu es quelqu'un qui quand même poste régulièrement, tu vois que les algorithmes, ils sont vraiment serrés au plus haut point, et puis il faut aller chercher des algorithmes qui sont plus légers pour vraiment avoir une voix, quoi, dans ce monde très dense maintenant qui est Internet. Mais c'était il y a 6 ans en arrière, c'était vraiment maintenant que j'y pense, c'était vraiment l'autoroute. Ah là là. Ça, c'est le truc. S'il y a des gens qui hésitent à se lancer dans quoi que ce soit, on s'en mord toujours les doigts après. Mais exactement, mais il fait. Enfin, se lancer, moi, c'était mon premier patron qui me disait à l'époque, et c'était même pas à moi, il le disait à quelqu'un d'autre qui voulait se lancer. Il se disait, mais lance-toi juste, quoi. Commence par te lancer déjà. Et après, tu regardes. Ouais. Après, tu verras. Et c'est l'exécution, toujours la réflexion. Moi, j'essaie vraiment de me mettre dans cet état d'esprit. Le podcast, là, c'est un bon exemple. Ça faisait longtemps que je me disais, il faut faire un podcast, je sais que c'est une bonne chose à faire. Là, je l'ai lancé il y a 1 an. On est déjà depuis des années dans le renouveau de la mode du podcast, donc j'étais déjà bien en retard. Puis je savais qu'il fallait qu'on commence à faire des podcasts vidéo, mais je n'avais pas encore trouvé comment le faire, quel matos, machin. Et du coup, maintenant je m'en mords un peu les doigts, je me dis, j'ai fait 1 année de podcast hebdomadaire, ça aurait été une montagne de contenu incroyable à partager. Ouais. Mais par contre, ok, j'ai pas fait parfait. Par contre, j'ai déjà construit un peu une audience sur ce podcast. Donc ouais, l'exécution bat toujours la réflexion. Hallucinant, ça je te rejoins à 1000 pour 1000. Et puis même, vous avez une idée, il faut la faire, quoi. Et du coup, ça revient un peu à ce côté, justement, on tourne un peu autour du thème du syndrome de l'imposteur, de se dire, qui suis-je pour faire ça, ou j'ai pas les compétences, etc. Toi, c'est quoi le conseil? Alors déjà, peut-être comment est-ce que tu le ressens? Si oui, comment tu le gères? Y aller, du coup, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer et qui se sent illégitime? Alors pour la première question, clairement que je vis vraiment avec ce syndrome de l'imposteur un petit peu tout le temps. Enfin, maintenant, je vis vraiment très très bien avec pour le dire, mais c'était pour moi j'étais jamais assez bon, quoi. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu des trucs qu'on m'a mis dans la tête, tu vois. C'est pas moi qui suis né en me disant je vais jamais être assez bon pour moi-même ou selon moi-même. Selon moi, c'est un petit peu une résultante de mon parcours scolaire qui m'a un petit peu inculqué ça et qui m'a fait arriver à ces réflexions-là, de me dire mais pourquoi moi en fait, pourquoi toi tu pourrais être bon là-dedans ou bien faire ton truc. Finalement, honnêtement, quand tu trouves ta voie, ce syndrome de l'imposteur,
devient de moins en moins présent, mais il est toujours là à des niveaux. Typiquement, moi, il est là dans le côté créatif. Pour moi, mes vidéos que je fais, elles sont jamais assez bien. Ou quand elles sont jamais assez bien par rapport à des gars que je vois des très très bons, parce que je me compare à eux. Je me dis, c'est jamais assez bien. Et ça m'empêche pas de sortir des trucs ou de sortir des vidéos, parce que moi, je suis partisan de... aujourd'hui, il faut balancer du volume de contenu. C'est ça on bosse un petit peu pour les algorithmes, mais autant, si on bosse pour les algorithmes, autant amener de la valeur aux gens, enfin le faire de manière, pas juste dire n'importe quoi, mais ça m'empêche pas de sortir des vidéos, parce que justement, moi je me dis que même les petits trucs qui vont pas, on va répercuter les commentaires sur la prochaine vidéo. Et vu qu'il y a un volume de contenu assez conséquent, et ça te permet, et puis l'attention des gens, on sort pas des films à chaque fois, on n'est pas au cinéma où tu vas recevoir de la critique et tout. Non, ta vidéo, elle est regardée, elle est oubliée quasiment instantanément jusqu'à la prochaine. C'est pour ça qu'il faut être souvent là. Et puis du coup, c'est pas très grave s'il y a des petits couacs, des petites erreurs-rounettes par-ci, par-là, qui peuvent advenir. Mais pour les gens qui sont sentent légitimes, déjà, moi, ce que je pense qui est très important, c'est qu'il faut trouver la chose qui... qu'est-ce qui vraiment te drive? Qu'est-ce qui vraiment te fait vibrer? Vraiment. Moi, c'est un truc, ça doit te donner des frissons quand tu y penses. Moi, l'idée d'avoir reçu ce matériel, ça m'a amené des goosebumps, quoi. Ouais. La chair de poule. Littéralement. Tu vois. Donc, et puis, encore une fois, je suis allé, moi, je reçois ça avant-hier. Je connais pas cette machine. J'ai fait mes branchements. Après, j'ai bossé dans l'audiovisuel, j'ai fait des boulots dans du scénique. Enfin, je sais pourquoi du câblage comme ça. Ok, j'ai de la base là-dedans, il n'y a pas de souci. Mais même, c'est une nouvelle machine, c'est une petite station de production. Je suis vite arrivé à, ok, j'arrive pas en fait, je comprends pas pourquoi ça c'est comme ça, pourquoi ça c'est comme ça. Donc, tuto quoi. Tu vois, je suis directement allé choper un tuto, machin. Et moi, ça, c'est un truc, c'est tout con, mais ce genre de truc-là, moi, c'est ce qui me fait vibrer. Ça me fait vibrer, ce genre de truc-là. Pour les gens qui doivent se lancer, il faut pas se lancer pour l'argent que ça va te rapporter. Mais alors ça, vraiment, vraiment, vraiment pas. Je pense que c'est la meilleure manière d'être déçu, hein, finalement. Enfin, d'être même très déçu. Mais qu'est-ce qui te fait vibrer le plus possible? Et puis, moi, je prends souvent l'exemple mais tu aimes collectionner les cailloux, tu peux aujourd'hui en vivre. Si le plus grand passionné de cailloux, je te jure qu'il vit de sa passion aujourd'hui. Et ça, tu me dis, on pourrait se dire pourquoi. On est dans une ère où c'est possible. On est vraiment dans l'ère on est dans une des meilleures ères qui existent pour faire ce qu'on a envie de faire, ou pour vraiment faire ce petit rêve un petit peu enfoui que tu n'as jamais voulu faire. Aujourd'hui, tu peux. À l'époque de nos grands-parents, c'est pas possible. À 5h30, la vie s'arrêtait. Quand le travail s'arrêtait, tu rentrais à la maison, tu t'occupais. Tu étais dans ton foyer. Et puis tu attendais le lendemain, quand il n'y avait même pas encore forcément ou la télé, où il y avait la radio, où c'était le début de la télé et autres. Il n'y avait aucun divertissement, peut-être les livres, des trucs. C'était le début du divertissement. Tu dis que maintenant, aujourd'hui, il y a moyen de faire ton premier taf alimentaire pour les gens qui sont en reconversion et autres, qui sont toujours dans un boulot. Vous faites votre boulot de 9 à 5 heures, et à partir de 5 heures, tu peux faire un deuxième boulot. Tu peux faire tu peux développer ton activité. C'est tout à fait possible. Donc, il faut déjà se dire qu'on est dans une ère où c'est possible. Déjà, se rendre compte de ça, arrêter de vivre avec les anciens codes, entre guillemets, et puis de se dire, voilà, les codes, ils ont changé. On a des manières de vivre qui sont différentes. Et c'est possible, tout simplement. Donc, conseil, en tout cas, à ces gens qui se lancent, c'est de trouver vraiment ce qui vous fait... Partez de l'idée la plus folle, votre plaisir, même inavouable. Je veux dire, c'est tout con, mais je veux dire, moi j'adore le gaming. Si je pouvais, j'aime énormément le gaming et tout ce qui tourne un petit peu autour de ce monde-là. Je suis pas un monstre gamer, mais j'adore ça, tu vois. Et puis ça, c'est un truc, tu vas aujourd'hui, maintenant le gaming, tu me diras, c'est devenu tellement énorme que c'est plus devenu, c'est plus ringard. Mais même, moi j'ai toujours adoré ça. N'importe quoi qui est et puis une fois qu'en fait tu as cette force là,
C'est fou parce que n'importe laquelle de tes passions, tu peux la transformer en activité qui peut te permettre de soutenir ta vie, tout simplement. Donc ouais, je sais pas si c'était assez clair, mais... Absolument, et c'est là encore où on voit l'importance du... En fait, c'est très mental, parce que dès le moment en fait, où tu arrêtes de te poser la question, il faudrait même pas se poser la question, est-ce que je suis légitime ou pas? C'est juste, est-ce que j'aime faire ça? Oui, alors pourquoi est-ce que je le ferais pas? Et puis, à force de pratiquer, tu vas avoir des résultats. Et le fait de dire, c'est important de préciser que cette peur, elle part pas. Non. La peur de l'échec ou la peur de pas être légitime, elle ne part pas. Moi, ça fait 6 ans, 6 ans, bientôt 7 que j'ai lancé mon activité, que j'ai des résultats que je pensais jamais atteindre de ma vie. Je suis hyper heureux, j'ai trouvé vraiment mon équilibre, mais il y a toujours, je te disais avant, les questionnements, là, comment je vais faire l'année prochaine, j'ai pas assez d'objectifs, je sais pas quoi. Mais je sais plus qui a dit ça, j'ai vu ça dernièrement passer. Les doutes, les craintes, ça doit pas rentrer dans le cockpit. On les prend en passager. Par contre, le cockpit, c'est nous qui devons être dedans. Et ouais, c'est une belle image. Ça, en santé mentale même, en fait, c'est décisif. C'est-à-dire, dès le moment où tu acceptes de faire des choses, même quand tu n'es pas totalement bien, c'est-à-dire que tu arrives à tolérer que ce soit une boule d'anxiété ou autre chose, dès le moment où tu arrives à tolérer ça, puis tu dis je vais faire quand même ce que j'ai envie de faire, et ben, en fait, c'est la clé pour désamorcer la plupart de nos problèmes. Ouais, complètement d'accord. Alors, je te propose qu'on aille dans une thématique un peu plus philosophique, qu'on ouvre un peu le spectre. Je voulais te demander quel était le meilleur conseil qu'on t'ait donné, toutes catégories confondues. Le meilleur conseil qu'on m'ait donné... Oh là 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 là. Alors moi, mais tu vois, ça c'est en rapport aussi avec le fait que je monte tes vidéos et puis que du coup, je suis une thérapie intensive et à plusieurs reprises, hein, parce que du coup, je ne mate pas une seule fois la vidéo, je la regarde 500 fois et à chaque fois des petits morceaux que je me play. Mais alors moi, ce que j'adore, c'est le « tu vas mourir ». Je voulais même mettre dans la vidéo un morceau de Gary Vee qui dit c'est aussi parce que justement elle est dans une de tes vidéos qui est peut-être déjà sortie ou pas, je sais plus, mais ouais, qui veut tout dire. Donc, qui moi en tout cas me fait énormément relativiser parce que c'est you're gonna die, c'est ouais, autant, tu vas mourir, donc fais des choses qui te font plaisir. Et puis personne devrait finalement dicter, que ça soit une personne, une société, un monde, une conjoncture, ce que tu as envie de faire. Pour moi, c'est assez fou comme les gens se mettent vraiment des œillères. Et c'est peut-être pas de leur faute, je leur jette pas la pierre, quoi. On est dans ce moule-là un petit peu sociétal qui fait qu'on ne réfléchit même plus, quoi, pour ce genre de choses-là. Donc, ce conseil-là, hallucinant. Et puis, après, moi, il y a plein de conseils de Gary Vee qui me viennent à la tête parce que c'est un petit peu lui qui m'en a mis plein dans la tête. Mais c'est d'en avoir. Alors, un conseil, c'est de n'en avoir rien à foutre de ce que les gens pensent. Ça, c'est. Et c'est le truc où moi, j'ai tendance à dire aux gens que je n'ai rien à foutre de ce que les gens pensent, mais en fait, pas du tout. On en a à foutre de ce que les gens pensent, moi le premier, mais il faut essayer d'arriver à vraiment n'en avoir plus rien à foutre. En fait, il faut, pour ne pas que ça t'empêche de faire des choses. Et ça revient au fait de... en effet, je pense que c'est illusoire d'en arriver à un point où vraiment t'en as rien à faire de cet avis, du regard des autres, mais c'est de se dire, en fait, même si j'ai peur du regard, je vais le faire quand même. Exact. Ouais, exactement, quoi. Et puis sinon... putain, comme ça, là, je suis un petit peu pris au dépourvu, parce que j'arriverai pas à... Il y a tellement de conseils, de trucs, Quel serait alors le pire conseil qu'on t'ait donné ? Le pire conseil, c'est... c'est tous ceux qui m'ont dit que non, quoi, que c'était pas le futur, que vaut mieux jouer la sécurité, vaut mieux ci, vaut mieux ça, ou en fait... après, moi, niveau conseil, il faut toujours regarder d'où vient le conseil.
hein, enfin, pas juste écouter le conseil, mais d'où il vient. Et finalement, c'est pour moi, c'est extrêmement important parce que la personne, quand tu sais que la personne, elle n'est pas fondamentalement peut-être, ou elle est dans ce système-là, et qu'elle n'a pas vécu la même chose que toi, ou qu'elle ne vit pas la même chose que toi. Moi, typiquement, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs ou d'indépendants, tu vois, pas du tout. Et du coup, c'est compliqué pour ma famille de comprendre complètement comment je le fais, pourquoi je le fais. Et une peur énorme de leur côté par rapport à bon, maintenant plus, mais à l'époque, une peur énorme, tu vois, de se dire, et vu qu'ils n'ont pas d'exemple, donc typiquement, tu vois, j'en ai reçu des mauvais conseils, même de ma propre famille, de l'entourage. Mes parents, j'ai eu la chance d'avoir toujours des parents qui ont été toujours en mode, fais vraiment un truc qui te rend heureux, quoi. C'est le plus important. Ils avaient vu qu'avec moi, ça allait être compliqué de me faire rentrer dans des cases. Du coup, c'était là, fait un truc qui te rend heureux, mais par contre, extended family, quoi, ils pouvaient arriver avec des ça partait pas dans mauvaise intention, hein, ça partait d'une très bonne intention, mais complètement à côté. Complètement à côté, malheureusement. Alors, je te rejoins complètement sur regarder qui conseille, parce qu'en effet, c'est vrai que c'est fou, mais ouais. Un salarié qui conseille un indépendant, moi je vais pas l'écouter. Moi, une de mes variables, c'est quand on me donne un conseil de vie, c'est je regarde si la personne elle est épanouie. Si la personne que j'ai en face de moi, elle n'est pas épanouie dans sa vie, selon mes critères, je ne vais pas écouter un seul de ses conseils. Parce que pour moi, tu peux être un super professionnel, mais si tu cartonnes dans ton métier, mais que tu es misérable dès le moment où tu rentres à la maison, je vais pas prendre tes conseils, même au niveau professionnel. Ouais. Et par rapport à la famille, je vais faire un petit mea culpa pour ma famille qui me suit beaucoup. Et dernièrement, il y a eu un article dans l'Illustré. Ouais, j'ai vu, incroyable. Évidemment, tu l'as lu, vraiment. Avec attention. Mais j'ai lu les le premières titre, c'était, ils ont repris, évidemment, c'est une phrase que j'ai dit, mais c'était titré du genre même quand personne dans mon entourage ne me soutenait, je me suis accroché. Ah ouais, j'ai l'impression, on en a rediscuté un peu avec mes parents, j'ai l'impression que ça les a beaucoup touchés. Et ça a été un peu mal interprété dans le sens où c'était pas un reproche que je leur faisais parce que ça n'a pas forcément été facile. Parce que c'est très solitaire quand tu te lances justement dans quelque chose qui est hors des schémas. Mais en même temps, je leur en veux pas parce que on donne toujours des conseils par rapport à nous, à ce qu'on connaît et comment nous on se projetterait. Et donc, je leur en veux pas du tout de pas forcément m'avoir soutenu et encouragé d'aller dans cette voie parce que je sais très bien qu'ils avaient peur, comme tes parents, que j'aie pas un salaire, que j'y arrive pas. Et c'est ça, je pense qu'ils ont mal interprété. Et donc, ça revient aussi au regard des autres. Se rappeler que les gens, quand ils nous donnent des conseils, ils nous parlent toujours d'eux. Ils nous disent ce qu'eux feraient dans notre situation. Mais ça ne veut pas dire que c'est nos compétences. Enfin, ça ne parle pas de nous, en fait, là-dedans. Non, du tout. Quelle est une chose simple, mais qui te remplit de joie ? Une chose simple qui me remplit de joie, c'est honnêtement d'aller jouer au basket, moi. Alors, déjà, comme je l'ai dit, de pouvoir me réveiller quand j'ai envie. Ça, moi, c'est un truc, c'est du coup de pouvoir me coucher quand j'ai envie aussi. Tu vois, mine de rien, si je me décide d'aller me coucher tard, parce que aussi je finis de bosser tard, moi, il y a des moments où je suis beaucoup plus productif la nuit, quoi. C'est comme ça, maintenant, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Plus que le matin, en tout cas. De me réveiller, de pouvoir me réveiller un peu, d'avoir ce sentiment de liberté. Chose simple. Je dirais que les choses simples, vraiment, c'est ma zone de confort qui me rend vraiment, pour le coup, mais vraiment heureux, quoi. D'où je vis. Le fait que je vis dans le même bâtiment que 2 de mes meilleurs amis. Truc tout con. Enfin, tu vois, le fait de ça, après, effectivement, d'avoir mon terrain de basket pas très loin. Dire je vais me foutre mon son, je vais aller shooter 1 heure avec moi-même. C'est aussi ma meilleure source de réflexion et en même temps, c'est là, à ce moment-là, je me vide complètement l'esprit. Tu sais, où tu es juste avec ton ballon et tu shootes, et tu shootes, et tu shootes.
où t'envisions, moi c'est là où j'essaie vraiment de visionner la suite, ou ce que j'ai fait, ou comment j'aurais pu faire les trucs. Donc ces trucs-là, je dirais. Toi, ça m'intéresse de savoir. Petite chose simple. Bah, je vais essayer d'être spécifique. Bon, je trouve que c'est un bon exemple de comme quoi on n'a pas besoin d'être bon dans nos hobbies pour y prendre du plaisir déjà. Ouais. Espèce d'enfoiré. Non mais avant ça, là, je te charrie, mais C'est quand que tu reviens sur un terrain là? non, j'ai trop peur maintenant de me faire une cheville. J'ose plus. Ouais, moi aussi. Ça fait 2 ans que j'ai pas touché un ballon. Mais Moi j'ai redunké, je m'étais remis comme objectif de redunker. Hein. c'est vrai. Et Réussi. je suis à ça. L'anneau. Ok. En petit aparté, on s'en fout. J'ai une photo à appui, mais bon. Non, là, je te charrie, mais par contre, c'est un truc très sérieux. Et beaucoup de gens, justement, se limitent dans leur hobby parce qu'ils se disent « je suis pas bon ». Mais en fait, c'est complètement débile parce que en fait, on peut avoir énormément de plaisir dans un truc qu'on fait, même si on n'est pas bon. Complètement. Mais blague à part, si tu me retournes la question, ben moi, c'est aussi dans le sport. Hein. Là, je me suis mis du coup au karaté et je suis vraiment à 3000% là-dedans. Ah ouais, t'as vraiment croché. Ah ouais, là, je m'entraîne 8 fois par semaine. Je suis au taquet. Ah, mais sérieux? Donc, je savais pas que t'avais autant shifté dans les arts martiaux. Ouais, bah ouais. Du coup, ça, c'est vraiment mon gros kiff en ce moment. Mais ça peut être... oui, j'ai la réponse. Là, on est en automne, c'est aller aux champignons. Superbe. Et ça revient à tout ce qu'on a dit, parce que juste avant que tu arrives, je regardais un tuto. Comment trouver? Ouais, enfin, comme je regardais une chaîne YouTube, comment identifier les champignons. Et ça, c'est mon nouveau kiff que je suis en train de développer. C'est dans mes objectifs de l'année 2023. C'est mieux m'y connaître en champignons. Ouais. Donc voilà, et voir mes potes, voir ma copine. Enfin, et c'est là où on revient au côté, dans l'idéal, au final, ce qui est important et ce qui nous remplit de bonheur, c'est pas d'être dans un palace. Tu peux être avec tes potes, tu vois. Je suis jamais allé chez toi, mais j'imagine que c'est pas un palace. C'est pas un palace, non. non, du tout. C'est un 2 pièces et demie. Mais t'es bien entouré. Mais c'est ça. Et c'est des choses, au final, ce qui nous apporte du bonheur, c'est des choses généralement qui coûtent rien. Donc ça, c'est important de le relever. Ouais, bah oui, c'est jamais ça. Et puis peut-être, quelle est ta plus grande crainte? Ma plus grande crainte, c'est que tout s'arrête. C'est typiquement au début du Covid, tellement pas habitué à avoir Enfin, on n'a jamais, nous, vécu, notre génération, une catastrophe humanitaire, mondiale, comme celle qu'on a vécue. Et ça m'a tellement peur que ça m'a fait oublier que je bossais sur Internet. Et que finalement, ça allait reprendre très vite, mon activité. Mais j'étais comme ça. Hein. Enfin, j'ai vraiment... Et c'est fou parce qu'avec la plupart des entrepreneurs avec qui j'ai parlé, même ceux que je vois les plus confiants en eux, ils étaient tous comme ça. Hein. Tous comme ça. Et puis donc du coup, moi je vis avec cette peur permanente que tout s'arrête demain. Pour une raison X ou Y. Que tout ce que j'ai créé s'écroule. Et comment tu la gères du coup, cette crainte? De me dire que finalement, en fait, j'ai beaucoup travaillé là-dessus moi-même en me disant ça va pas s'arrêter du jour au lendemain déjà. On l'a bien vu même avec une catastrophe mondiale. Ça a pris 2 semaines, 3 semaines avant que les choses en tout cas reprennent pour moi normalement, si je puis dire. Finalement, moi, j'ai pas vécu un confinement comme la plupart des gens où ils se disaient c'est un petit peu... Ça nous a permis à tous, en tout cas à moi aussi, de me calmer un peu, tu vois, de me dire ok, tout s'arrête. Mais j'ai pas bien vécu ce début, c'était pas calme. J'étais là, moi je veux pas que ça se calme. Parce que si ça se calme, moi je travaille pas. Et puis après, moi j'ai plus des craintes aussi de... Moi je fais en sorte que... d'être... je sais pas comment dire, mais je fais en sorte en tout cas, le mieux possible d'être... de garantir mon bonheur. Parce que c'est quand je suis heureux que je crée le plus facilement, que je crée le mieux, que mes interactions sont les meilleures. Et du coup, je me suis rendu compte que
je dois être tout le temps, je dois faire en sorte vraiment de garantir tout le temps mon bonheur. Donc ça passe par ces choses simples qu'on disait avant, tu vois, les trucs qui sont importants pour moi, de me dire que je suis libre, de me dire que je suis utile à des gens. Et tout ça, c'est ce qui me procure du bonheur et du coup, je suis dans ce truc. Mais après, évidemment, que quelque chose arrive à. Enfin, tu vois, genre, on prend de l'âge, mais ma famille prend de l'âge. On commence gentiment, tu as les grands-parents, ils commencent gentiment à décéder, assis à ça, puis tu commences à capter que moi, je suis partisan de dire que la vie est longue au lieu de dire qu'elle est courte. Tu vois, moi, je suis un grand partisan de tout le contraire, de tout le temps un petit peu ce que les gens pensent. Tu vois, de dire la vie elle est trop courte, le machin. Non, la vie est plutôt longue. Enfin, tu vois, là, moi j'ai 34. On peut très bien vivre, si tout va bien, encore la même chose. Regarde comme c'était long, de 0 à 30. Ultra long. De 30 à 60, même chose. Enfin, et puis on sera quand même bien. Tu vois, donc je suis parti en voir le verre à moitié plein. Mais du coup, évidemment, j'ai peur de comment je réagirais le jour où, je sais pas, où tu perds vraiment un être très proche. En vrai. On revient à ce truc de la mort, tu vois. Ouais. Et c'est ça. Je sais pas si c'est parce que j'ai encore monté une vidéo qui parle de ça, mais oui. Moi, je trouve que c'est un thème auquel je pense énormément. Un livre qui a changé ma vie, c'est peut-être un grand mot, mais vraiment mon état d'esprit, c'est le petit livre tibétain de la vie et de la mort, ou le livre tibétain de la vie et de la mort. Donc c'est très bouddhiste, mais ça parle de comment accompagner les gens en fin de vie. Et ça parle du coup de toute cette philosophie bouddhiste, de l'impermanence, accepter que tout fonctionne par cycle. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis beaucoup confronté en consultation. Et tu peux choisir, en fait, à deux façons de voir la vie. Soit tu vis dans l'angoisse que les choses s'arrêtent, et puis du coup, tu les vis pas. Tu es dans l'angoisse tout le long, puis finalement, elles vont de toute façon s'arrêter, que ce soit avant la mort ou à la mort. Ou bien, tu te dis, je vis les choses à fond, en sachant qu'elles vont s'arrêter. C'est même pas une question, elles vont s'arrêter. Et puis, le jour où ça s'arrête, y a autre chose qui commence. Ouais. Et ça, je trouve intéressant dans ta réponse, parce que ça montre vraiment à quel point tu es dans le côté processus et pas résultat. C'est le voyage qui compte et pas la destination. Parce que tu dis, je fais en sorte que je sois heureux, et de ça, ça fait que je suis plus productif, etc. Ouais, ou plus créatif. Mm-hmm. Et t'es pas dans je vais bosser à fond parce que quand je serai là-bas, je serai heureux, parce que ça fonctionne pas. Et c'est là où, en fait, c'est la seule question pour moi qu'il faut se poser, et que je me pose moi-même. Là, on est dans la période du bilan de fin d'année et prévoir l'année prochaine. Et je me dis, quand j'ai des insécurités, je me dis, mais oui, j'ai fait moins de chiffre d'affaires, mais mon niveau de vie, mon équilibre de vie, je me suis enlevé, je pense, 3 ou 4 heures de taf par jour. Donc, par semaine, 4 fois 5, ça fait 20 heures en moins. Je suis plus en forme que jamais au niveau sportif. Donc, ouais, de changer nos indicateurs, en fait, puis de prendre notre épanouissement comme indicateur de réussite. Je pense que c'est une bonne chose. Complètement d'accord. Pour le coup, moi, je préfère voir vraiment les choses comme ça. Mais encore une fois, moi, je viens de loin, honnêtement, dans ce genre de pensée-là. Et je pense aussi comme ça parce que j'ai l'impression vraiment d'avoir trouvé, moi, ma voie. Je dis pas que je pète le feu tous les jours et puis que c'est super. Non, parce qu'après, tu rentres de toute manière dans des routines, même dans ton plaisir. Dans des routines qui peuvent, au bout d'un moment, être trop routine, si on veut. Ça peut arriver, mais du moment que tu as trouvé, c'est pour ça que ça doit commencer par là, mais du moment que tu as trouvé ton truc, là, après, tu peux commencer à avoir ce schéma de pensée-là, et puis à être moins à s'auto-flageller, de séparer ses biens, ou faire attention à ci, ou bien d'être... Mais c'est, ouais. Non, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je propose qu'on termine là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment cool, quoi. C'est super. J'espère que tu me réinviteras. Ou que je t'inviterai moi. C'est ça que j'allais te dire. Tu vas m'inviter sur ton podcast. Comme ça te forcera à le créer. Exactement, ouais. Ça me forcera à le créer. Puis je vais clairement le créer pour le coup. Et puis, je me réjouis. Top. Merci beaucoup. Merci à toi.